Bonjour, Monsieur Lugan. Bonjour. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, Histoire du Maroc, Histoire du Maghreb également, de la Libye, des Berbères, de l'Afrique du Nord. On est ravis de vous recevoir sur Média TV et on va commencer tout de suite par décrypter l'essence du message de votre ouvrage qui, en 10 questions, propose des questions mais des réponses surtout pour comprendre la question du Sahara. Quel est ce message ? C'est un argumentaire. Et, si vous voulez, je donne des conférences un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte que cette question du Sahara marocain est une question qui est très peu connue dans le reste du monde. Donc j'ai voulu faire un argumentaire autour d'un certain nombre de questions. Alors, le Sahara existe-t-il sous forme de réalité géographique ou sous forme de réalité politique? En d'autres termes, je démontre que le Sahara occidental n'existe pas et que nous sommes dans une réalité géographique que certains ont voulu transformer en réalité politique. Je montre également que la fiction d'un peuple sahraoui n'existe pas, c'est une fiction, parce que les Sahraouis, ce sont les habitants de tout le Sahara. Or, le Sahara part de la mer Rouge et va jusqu'à l'Atlantique, ce qui fait que si l'on veut parler des Sahraouis, les Toubous du Tchad sont des Sahraouis, les Touaregs sont des Sahraouis, les habitants de Tougourt sont des Sahraouis, les habitants de Mourzouk en Libye sont des Sahraouis. Il n'y a pas de peuple sahraoui. Il y a en revanche, dans les provinces du sud du Maroc, des populations marocaines qui appartiennent à des grands ensembles, que ce soit les Tekna ou les Rakibat, qui sont des ensembles rattachés au Maroc depuis la plus lointaine histoire, même remontant même aux Almoravides, et même avant les Almoravides, puisqu'il y a eu, avant les Almoravides, il y a eu les Idrissides. Donc nous sommes là dans un cordon ombilical qui relie ces provinces, de Tanger jusqu'à la frontière de Mauritanie, autour d'une réalité qui est l'État marocain millénaire. Alors, effectivement, le Sahara est-il historiquement marocain? C'est l'une des questions transversales que vous posez dans votre ouvrage et à laquelle vous répondez par l'affirmative, notamment avec des cartes, Bernard Lugan. C'est la richesse, la valeur ajoutée, l'épine dorsale de votre ouvrage. Elle se trouve d'ailleurs en plein milieu, au cœur de des feuillets. Et vous êtes cartographe, donc vous avez élaboré ces cartes vous-même. Racontez-nous le processus d'élaboration, si je peux m'exprimer ici. Oh bien écoutez, moi j'ai eu une formation de géographe et d'historien et de cartographe, donc je dessine mes cartes au brouillon et ensuite je les donne à un dessinateur qui les met au propre. Mais les cartes, c'est moi qui les fais, toutes mes cartes. Mon atlas historique de l'Afrique, 120 cartes, c'est moi qui les ai tracées, etc. Donc c'est un travail très intéressant. C'est une des originalités de mon travail, parce qu'aujourd'hui, la formation cartographique a disparu chez les historiens. Et vous avez souvent, ou alors les historiens vous sortent des cartes sur informatique qui sont des cartes plates, ce ne sont pas des cartes qui vivent. Moi, mes cartes sont des cartes qui ont de l'épaisseur. Et je pense qu'elles sont très claires. Alors vous parliez des preuves de la marocanité. Alors dans mon livre, je cite les dizaines d'accords internationaux qui remontent, les plus anciens remontent au XVe, XVIe siècle, qui montrent bien que toute cette région du sud marocain, donc le Sahara marocain, était sous autorité des sultans du Maroc. Je cite les accords internationaux, je cite les textes espagnols, je cite les textes anglais. Dès le XVIe siècle, les chancelleries européennes passent des accords avec les autorités marocaines pour faire libérer les marins naufragés le long du littoral. Ensuite, en se rapprochant de nous, nous avons des textes, notamment les accords de 1911, qui vont attribuer à l'Espagne ce Sahara qui va devenir le Sahara colonial espagnol, enfin le Sahara marocain. Et nous avons un texte tout à fait intéressant de l'ambassadeur de France à Madrid qui dit au Premier ministre, qui est espagnol, regardez bien avec quel soin nous avons détaché cette partie du Sahara du Maroc pour le donner à l'Espagne, parce que l'Espagne s'estimait un peu insatisfaite du futur partage du protectorat qui allait se faire. Et en compensation, il y a eu cette reconnaissance de détacher cette partie du Sahara du Maroc du Sud qui va devenir le Sahara colonial espagnol. Donc nous avons des textes, au point de vue historique, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion possible.
des textes et des cartes, et je vous propose justement de jeter un coup d'œil sur l'une de vos cartes. La première, hein, qui est édifiante, et elle dessine le Maroc dans sa plus grande extension du XVIIe au XVIIIe siècle. Une carte qui part de Tanger, qui s'étend jusqu'au fleuve Sénégal au sud et jusqu'à Tombouctou et Gao au sud-est et jusqu'à Timimoun et Insalah à l'est, actuelle Algérie. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. On l'a à l'écran, effectivement. Parlez-nous de cette carte. Disons que cette carte ne représente pas le Maroc. Elle représente l'extension maximale du Maroc à l'apogée de ses conquêtes territoriales. Là, nous sommes à l'époque où existe le Pachalik de Tombouctou. N'oublions pas qu'à Tombouctou, la prière était dite au nom du sultan du Maroc au XVIIIe siècle. Et à Tombouctou s'est créée une sorte de nouvelle ethnie qu'on appelle les Arma, qui étaient les descendants des conquérants marocains, des soldats marocains qui ont fait souche sur place et qui vont diriger Tombouctou jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc cette carte montre bien que le Maroc est un empire millénaire, et cet empire millénaire a été amputé à l'époque coloniale. Il a été amputé, le Maroc est en crise à la fin du XIXe siècle, et la malchance du Maroc est d'être en crise au moment où l'Europe est en expansion. Et ceci va faire que le Maroc va être, comme le disait le grand Alaoui, le Maroc va être dépecé comme un artichaut, feuille après feuille. Et c'est de ce Maroc qui va être amputé, va l'être certes au sud de ces provinces sahariennes, mais encore plus à l'est de toute sa profondeur, le Tidikelt, le Gourara, Colomb-Béchar, le Tabel Bala, toutes ces régions, Tindouf, qui étaient des régions historiquement marocaines. Et là encore, dans mon livre, j'ai un chapitre qui est consacré à cela. Je dis, le Sahara n'est pas la seule amputation subie par le Maroc. C'est dans un contexte général d'amputation que les provinces du Sud ont été détachées du Maroc. Et je cite absolument les textes marocains, les dahirs, les nominations, les fonctionnaires royaux qui étaient nommés dans toutes ces régions. Là encore, il n'y a pas de discussion possible. Ces régions qui sont des régions historiquement marocaines et qui ont été rattachées à l'Algérie. Alors je dis souvent, l'Algérie devrait remercier la France. L'Algérie devrait crier « Vive l'Algérie française !» parce que l'Algérie a été créée par la France, 1962, et en plus, De Gaulle... un an avant de donner l'indépendance à l'Algérie, va rattacher à l'Algérie toute une partie du Sahara que l'Algérie n'avait jamais possédée puisqu'elle n'existait pas avant 1962. Et le drame pour le Maroc, c'est qu'au moment de l'indépendance, l'Algérie va s'ancrer sur les frontières héritées de la colonisation. Or, ces frontières héritées de la colonisation lèse profondément un État qui, lui, n'est pas né de la colonisation, qui est le Maroc, et qui a eu toutes ses frontières à l'est et au sud amputées par la colonisation. Et le plus grave, rattaché à un pays, l'Algérie, et nous sommes là dans une grande injustice historique. Une grande injustice, effectivement. Une grande injustice historique. D'ailleurs, Alal El-Fassi, le grand Alal El-Fassi, il avait bien dit dès le début, hein, et moi je reprends souvent ses déclarations, et la carte qu'il avait publiée à l'époque du Grand Maroc recoupe exactement la mienne, et lui parlait de l'Orient, l'Orient marocain. Je cite d'emblée, vous y allez dans l'introduction, en 1956, le Maroc recouvrit son indépendance, mais pas sa totale souveraineté territoriale. Le 2 mars et le 7 avril 1956, les tribus, cette dernière ne fut en effet rétablie que sur les 2 anciennes zones de protectorat français et espagnol. Le Maroc fut alors placé, et vous le disiez tout à l'heure, face à une situation injustifiable juridiquement, intolérable historiquement. Il a été en effet demandé à l'État marocain millénaire d'entériner la perte de ses provinces de l'Est, Touat, Saoura, Tidikelt, Gourara et région de Tindouf, et d'accepter leur rattachement à l'Algérie, État mis au monde en 1962 par le colonisateur. C'est un exemple qui est unique. Je ne vois pas d'autres exemples historiques d'une telle amputation et qui se traduit par l'obligation faite aux pays amputés de reconnaître non seulement la perte de ces provinces, mais leur rattachement à un État nouveau qui naît 1500 ans ou 1400 ans après sa propre naissance. Alors, pour illustrer votre propos, justement, on va voir la deuxième carte sur les amputations, justement, qui sont faites
Voilà. Alors cette carte est très claire. Elle montre bien tout ce qui apparaît en violet sur la carte, Oui. montre bien les zones qui étaient historiquement marocaines et qui aujourd'hui sont rattachées à l'Algérie. Alors, mais, attends, je prononce en historien, hein, je ne vais pas au-delà. Je constate simplement que ces régions étaient historiquement marocaines. Pour le reste, je m'en tiens là. Alors, Bernard Lugan, il y a l'histoire, il y a le droit aussi. Hein. Le 14 décembre 1960, il y a cette résolution de l'ONU, la résolution 1514. Elle est on ne peut plus claire. Hein. Elle est page 6 et je vais la lire tout de suite. Une partie de cette résolution. Les territoires coloniaux arrachés à un pays souverain ne peuvent avoir une forme de décolonisation autre que leur réintégration au pays d'origine duquel ils ont été dissociés. Article 6, si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale après sa décolonisation. Oui, c'est fondamental, parce que nous sommes en présence de deux logiques. La logique de droit international européen qui met en avant l'idée des frontières héritées de la colonisation. Ce qui est tout à fait licite dans le cas d'États nouveaux. Il est bien évident que dans une grande partie de l'Afrique, les États qui existent aujourd'hui sont des États qui existent à partir des frontières qui ont été tracées par les colonisateurs. Ça, c'est un point. Mais dans le cas du Maroc, ce n'est pas le cas. Enfin, en fait, il y a deux pays en Afrique qui ont véritablement pâti des amputations coloniales. Il y en a deux. Mais ce sont les deux anciens pays, les deux empires, l'Éthiopie et le Maroc. L'Éthiopie va pâtir de la perte de toute sa façade maritime qui est l'Érythrée. Voilà pourquoi d'ailleurs, au lendemain du second conflit mondial, l'ONU va accepter que l'Éthiopie reprenne l'Érythrée. Alors ensuite, il va y avoir des guerres et l'Éthiopie va être obligée de partir. Mais vous voyez, c'est une amputation coloniale. Et l'autre, eh bien, c'est le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux empires millénaires en Afrique, l'Éthiopie et le Maroc. Et ces deux empires millénaires vont être amputés au profit d'États nouveaux créés par la colonisation. L'Érythrée est un État nouveau créé par la colonisation, c'était l'Érythrée italienne, et l'Algérie, dans le cas du Maroc, et l'Algérie qui va essayer, à travers le pseudopode d'une fiction d'un État sahraoui, de détacher du Maroc ces provinces historiquement méridionales. Donc nous sommes, si vous voulez, dans le télescopage de deux aspects du droit international. Qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. Parce que l'ONU est très clair. Alors comment voulez-vous faire la synthèse entre un pays qui défend le droit hérité des frontières coloniales et un pays qui défend le droit de ses frontières pré-coloniales, car il existait avant la colonisation. Le Maroc existe. Je dis toujours, c'est une image que je prends toujours. Quand, en 987, je dis bien 987, le premier roi de France est élu. Hugues Capet. Hugues Capet, premier roi de France, élu. La monarchie marocaine a déjà plus d'un siècle et demi d'existence avec les Idrissides. Donc nous sommes en présence d'un royaume, un empire qui est millénaire. Et cet empire millénaire va être sommé d'accepter des amputations au nom d'un droit contemporain né de la suite de la guerre de 1940-1945 avec l'ONU. Donc là, il y a véritablement, au point de vue pour l'historien, il y a véritablement une contradiction entre deux conceptions, entre l'ancrage historique. Et la projection idéologique. Avec ce droit international qui n'est pas respecté. Ce droit international qui est un droit européen ou américain. Le droit international est un droit néocolonial, puisque le droit international... Très intéressant ce que vous dites. Oui. Le droit international repose sur des principes nés au lendemain du second conflit mondial et sur des conceptions. Comment voulez-vous, je prends un exemple très simple à propos du Maroc, comment voulez-vous qu'un juriste international comprenne la notion de la Behia ? C'est impossible. C'est impossible parce que nous sommes dans des définitions totalement européocentrées ou américano-centrées qui sont basées sur l'individualisme et sur des notions de souveraineté qui ne reposent pas sur la communauté ni sur l'héritage historique, donc ni sur l'aspect religieux. Donc il y a droit international, cour internationale, tout cela, c'est, si vous voulez, une projection néocoloniale.
je la mets entre guillemets pour ne pas choquer mes bons amis, mes camarades qui siègent dans ces instances. J'ai moi-même siégé au TP hier pour l'ONU, donc mettons des guillemets. Mais c'est exactement ce que je veux dire.